Comment ça se passe un projet en freelance? On va voir ça tout de A à Z, pas comme Amazon, mais bien comme un projet en freelance. L'objectif est de bien comprendre comment ça marche du début, de la prospection à la livraison d'un projet, toutes les étapes, quelle étape il peut y avoir supplémentaire, etc. On va voir les projets petits, gros et également la sous-prestation. On est parti. Donc déjà, avant de parler de faire un projet de A à Z, il faut le gagner ce projet. Il y a plusieurs solutions pour gagner un projet. Soit on vous contacte directement, ça c'est cadeau. Soit on vous contacte par mail ou toute autre plateforme et là, du coup, vous allez être mis en concurrence. Soit vous démarchez directement sur un appel d'offres. Quoi qu'il en soit, il va falloir gagner ce projet. Et comment on gagne un projet en freelance? Eh bien, il y a plusieurs méthodes. Soit on vous contacte déjà avec un cahier des charges existant en disant voilà, je souhaite une application comme Uber. Il y a le cahier des charges, il y a la techno, et bien vous répondez, vous faites un devis, là il n'y a pas de complexité particulière. Maintenant, il y a beaucoup de clients qui arrivent et qui contactent directement et qui vous disent je veux une application comme Uber, mais il n'y a pas de cahier des charges. Là, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites une estimation un peu large et vous dites bah tiens, moi je peux partir pour ça, mais je ne conseille pas forcément parce que ça ne permet pas forcément de mettre le client dans sa poche. Le meilleur moyen, c'est de lui proposer de faire une réunion en visio et d'écrire le cahier des charges avec lui si vous vous sentez capable, ce qui va permettre déjà de cadrer le projet et de faire une estimation beaucoup plus fiable. Donc comme ça, vous rédigez le cahier des charges, vous dites, bah voilà, un utilisateur peut se connecter à Uber, c'est une application, Apple Store, Play Store, etc. Et en suivant, vous envoyez également votre estimation avec votre TGM et des délais. Et là, le client aura matière à faire et vous aurez pu vendre la création de votre cahier des charges également, une heure ou deux, une heure de visio et une heure de rédaction, par exemple, peu importe, vous mettez le temps que vous passez. Ça vous permet déjà d'avoir un premier devis, d'avoir un contact humain avec le client. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont envoyer un chiffre dans le chat et qui vont pas donner plus de détails. Et donc, du coup, ils auront un temps de retard sur vous. Et donc voilà. Donc maintenant, imaginons, vous avez gagné le projet, l'application comme Uber peut commencer. Et donc vous l'aurez compris, on commence par un gros projet. Une application comme Uber, c'est très long à faire. Et donc du coup, là, on va partir directement sur, généralement, une livraison par lot. Pourquoi par lot? Parce que ça vous permet de diviser financièrement et pour vous et pour le client. Ça va permettre de livrer au fur et à mesure. Et je vais expliquer quel est l'intérêt de la livraison par lot. Première étape, eh bien vous allotisez. Vous dites, bon, la première partie sera la connexion, l'inscription, donc l'authentification. La deuxième partie, ce sera d'ajouter les produits par un restaurateur, etc., etc. Ce qui vous permettra directement de mettre des temps pour chaque lot. Vous serez beaucoup plus précis dans votre estimation, d'avoir un budget pour chaque lot également et de prendre des factures d'acompte et de livraison pour chaque lot, mais également de faire le recettage pour chaque lot. C'est un gros avantage. Ça permet directement, comme ceci, de venir recetter partie par partie de l'application. Déjà une recette interne par vous et après une recette par le client, ce qui permettra d'éviter des retours de 500 points à la fin du projet. Donc voilà, donc pour reprendre sur un gros projet, on fait de la livraison par lot, on prend une facture d'acompte, on fait des recettages complets de notre côté. Et pour les recettages complets, pensez bien à utiliser des cas concrets. C'est une erreur que j'ai pu commettre au départ. Pensez à utiliser des cas concrets comme le remplirez des clients et pas en mettant des tests partout avec des images de chats et de Place Kitten ou je ne sais quoi d'autre. Parce que, en fait, grâce à ça, ça va vous permettre d'identifier des bugs plutôt au cas concret. Généralement, en tant que développeur, on fait beaucoup de bugs en termes de cas concrets, de cas d'utilisation, plus que des bugs de code à proprement parler. Et donc, ça permet déjà de limiter ce nombre de bugs-là. Et grâce à l'intelligence artificielle en 2023, vous pouvez facilement générer des jeux de données concrets à mettre dans vos fixtures ou ce genre de choses. Donc pensez à faire comme ça. Une fois que vous avez fait votre recettage, le recettage passe au client, le client recette, il vous fait des retours, vous corrigez et vous passez au lot suivant. Ça c'est dans le cas d'un très gros projet. Maintenant, si c'est dans le cas d'un petit projet, eh bien pas besoin de fonctionner comme ça. Si c'est un projet qui dure sur un mois, prenez une facture d'acompte, 40-50%, une facture à la livraison et vous recetez avant le client. Et en fait, vous faites comme si vous faisiez un lot, mais pour un projet complet. Et comme ça fonctionne très bien également. Donc, le gros avantage de fonctionner avec une facture d'acompte, c'est que ça vous permet de sécuriser des fonds, parce que vous allez travailler pendant un mois, et parfois la facture d'acompte, la facture finale peut mettre encore 30 jours de plus à arriver, ça vous permet d'avoir un peu de trésorerie. Ça permet aussi de vérifier que le client est fiable, et de vous mettre une responsabilité, le fait que vous ayez déjà des fonds pour le projet. Finalement, ça sécurise tout le monde, même le client sera content de payer une facture d'acompte, comme ça il sait que vous êtes sérieux et que vous allez faire le projet, alors que s'il paye rien du tout, vous pourrez très bien dire, bah, t'as rien payé, moi je livre pas, j'aime pas le projet finalement, ça sécurise tout le monde, donc ça c'est une bonne chose à faire tout simplement. Maintenant, une fois que vous avez fait votre recettage, etc., vous allez pouvoir livrer le projet. Donc le projet, il va être livré. Soit on est sur un projet dans une grosse entreprise, ils ont déjà un service pour mettre en ligne, faire la maintenance, etc., des équipes de dev. Et dans ce cas-là, vous passez le GitHub, vous donnez les droits et le projet est terminé. Soit on vous demande de faire l'hébergement et la maintenance. C'est plutôt cool, ça vous permet d'avoir des revenus passifs. Et deux méthodes
Pour l'hébergement, soit vous passez par une société avec un sysadmin et vous dites au client de directement, payer, ce prestataire-là qui prend le serveur, qui met en ligne et cetera et il vous donne les accès pour gérer. Soit vous mettez sur votre propre serveur si vous vous sentez à l'aise, ce qui vous permettra directement d'avoir, un revenu passif et de prendre une marge sur le serveur. Parce que si le serveur coûte 15 € et que c'est vous qui vous le prenez sur votre compte de société, pensez à le vendre un peu plus cher parce que dans tout le commerce, tout est margé, donc c'est très important. Mine de rien, vous avez l'expertise pour prendre le serveur, pour le gérer et cetera. Donc c'est normal d'avoir une marge et en plus de ça, vous vendez une enveloppe de maintenance qui va permettre directement de faire la maintenance, les mises à jour et éventuellement la correction de petits bugs. J'ai oublié de le préciser, mais à la livraison d'un projet, généralement dans le contrat initial, on ajoute un peu de garantie pour le client. Évidemment, si c'était des cas d'amélioration, vous lui dites non, c'était dans les cas d'amélioration. Si c'est des cas de bug juste après la mise en ligne, eh bien vous le prenez gratuitement à votre charge. Comme ça, c'est plus honnête et ça permet d'éviter de le surfacturage également. Et au niveau de la maintenance, du coup, une fois que cette garantie est finie, vous prenez une enveloppe de maintenance que vous consommez pour les mises à jour, les bugs, etc., qui ne sont plus en garantie évidemment, pas pour les évolutions évidemment. Et à la fin de l'année, soit vous avez cramé toute l'enveloppe de maintenance et dans ce cas-là, vous facturez au client le surplus et vous mettez plus pour l'année prochaine, soit il vous reste du temps et dans ce cas-là, vous proposez des petites évolutions éventuellement au client ou un rabais sur un devis d'évolution. Ça, c'est vous qui voyez, mais ça permet comme ceci de bien gérer son temps et vous faites un timer pour à peu près calculer le temps que vous avez passé en maintenance. Comme ça, vous pouvez avoir des récapitulatifs de temps et comme ça fait très professionnel. Donc une fois que vous avez fini le gros ou le petit projet, le client normalement devrait être content si vous avez bien fait votre travail et c'est le moment de faire jouer les relations et donc vous lui dites voilà, s'il fait partie d'une filiale ou s'il a des contacts, vous pouvez lui demander de contacter des personnes s'il était content et de le mettre en relation, ce qui vous permettra de faire gagner d'autres projets éventuellement. Moi ça marche très bien avec moi, par exemple j'avais des filiales et après il y a le groupe qui m'a contacté parce que mon nom est remonté pour faire des projets annexes, petits ou gros et ça marche très très bien, ça permet vraiment d'avoir une fidélité. Après, vous travaillez quasiment pour pas mal d'entreprises du groupe et ça marche très bien, tout le monde se connaît, c'est cool. Et ça vous permet comme ceci d'avoir la même méthode de travail qui est vraiment sympa. Donc ça, c'est pour faire marcher les relations. Et après, ça déroule, hein, vous évoluez, faites votre maintenance. Ou alors le projet est terminé, vous n'en entendez plus parler. Et parfois, on vous recontacte plusieurs années après pour le remettre à jour ou le refaire. Donc ça marche plutôt bien. Ça, c'était pour le cas d'un projet à gagner en freelance ou directement gros ou petit projet. Maintenant, je vais pas parler, mais lors de la création du projet, quand vous faites des lots, n'oubliez pas, ou même d'un petit projet, n'oubliez pas de vendre un temps pour l'initialisation du projet, que ce soit initialiser le repo, initialiser les tests unitaires, initialiser l'ensemble du code pour que vous puissiez les Slack, l'espace de travail, pour la communication, pour que vous puissiez avoir un environnement de travail qui est propre. Mine de rien, le temps de configurer tout ça, ça prend quelques heures, quelques jours, et ça permet comme ceci d'avoir un espace de travail qui est beaucoup plus propre et qui va vous permettre directement d'avoir envie de coder et bien coder sur ce projet-là. Également, j'ai oublié de le préciser, mais pensez également à rajouter toujours des délais supplémentaires. Vaut mieux livrer un projet en avance sur un temps plus long qu'en retard sur un temps plus court. Je m'explique, si jamais le projet dure 6 mois et que vous avez 6 mois libres à temps plein, ne mettez pas 6 mois. Parce que si vous êtes malade, vous attrapez la grippe ou le Covid ou je ne sais quoi pendant quelques jours, eh bien, vous allez être en retard. Et vaut mieux livrer un projet à 6 mois et demi, alors que vous avez mis 8 mois, qu'à 6 mois et demi, vous avez mis 6 mois. Parce que derrière, les clients, eux, ils attendent pas, ils font des communications, etc. Et vous aurez une meilleure image en mettant un peu plus de délai. Sécurisez-vous et sécurisez-vous aussi au niveau des budgets. Ne pensez à parfois dire que c'est en TJM et que c'est une estimation. Et c'est pour ça que le fonctionnement par lot permet d'être beaucoup plus précis et à prendre un petit pourcentage en plus. Si vous reste des jours à la fin, soit vous étiez au forfait, c'est pour vous, soit vous ne facturez pas le client, vous lui proposez des améliorations. Ça, c'est vous qui voyez comment vous gérez la méthode commerciale de votre projet. Donc ça, c'était pour les gros projets, les petits projets à faire en freelance. Maintenant, si vous êtes en sous-prestation, c'est totalement différent, enfin prestataire d'une agence. Parfois, une agence vous contacte et vous dit, voilà, on a besoin de renfort, on n'a pas assez de techno, quelqu'un est malade, il est en congé pat, en congé mat. C'est beaucoup plus simple. Là, on vous contacte, vous dites OK, je suis dispo, est-ce que c'est dans les locaux, en télétravail, etc. Imaginons, c'est un jour dans les locaux, 3 jours en télétravail. Eh bien, vous allez pouvoir directement faire les briefs avec l'équipe. Généralement, ils ont de la gestion de projet. Ils ont également l'UI designer, l'UX, etc. D'ailleurs, j'en ai pas parlé pour les gros projets, il faudra que j'en parle. Et donc, du coup, là, généralement, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous signez un contrat pour une mission qui dit, par exemple, de réaliser le back-end pour tel site, par exemple, et vous le faites directement dans l'agence. Vous avez tous les outils internes, des équipes, et il n'y a pas grand-chose à expliquer à ce niveau-là. Et vous essayez, dans ce cas-là, si c'est une mission plus longue, de facturer par mois avec le nombre de jours travaillés pour cette agence. Je trouve que ça marche plutôt bien comme méthode de facturation. J'ai oublié de le préciser, mais effectivement,
quand on est en freelance, on est amené à travailler avec d'autres prestataires. Ça peut être des UI designers, des UX, des sysadmins, ça je l'ai précisé. Mais par exemple, dans le cas d'un UI designer, si le client arrive avec un projet, vous avez réalisé le cahier des charges ou il l'a déjà, et il n'a pas de maquette, eh bien, vous allez pouvoir lui demander est-ce qu'il veut des maquettes ou pas. S'il veut des maquettes, il faut que dans ce cas-là, que soit lui, soit vous, vous contactiez un UI designer et que vous travaillez ensemble sur le projet. Si le client ne souhaite pas avec le budget un peu serré, dans ce cas-là, n'oubliez pas de lui demander son branding, logo, couleur, typo, etc. Et lors de la réalisation de la première page, lui demander, faire un petit visio avec lui pour lui demander si tout lui plaît, etc. Et de retravailler ensemble jusqu'à avoir une version finale, parce qu'il est préférable comme ça de repasser un peu de temps sur une seule page que sur un site complet. Pareil pour tous les métiers qui peuvent être liés au métier de développeur. Généralement, en tant que freelance, les clients arrivent soit déjà avec 18 designers, et même une agence qui gère le projet, ils ont juste besoin d'un développeur, soit ils arrivent et ils veulent pas de tout ça, et vous êtes assez libre au niveau du design, mais pas du branding. C'est pour ça qu'il faut bien demander le branding. Donc voilà un peu comment se déroule un projet de A à Z. Vous avez la facturation au départ, la facturation à la fin. Par lot, vous avez des facturations par lot et vous avez directement tout ça. Au niveau de la communication d'un projet, il est important de communiquer régulièrement avec le client. Alors peut-être pas, peut-être de fixer une réunion de 20 ou 30 minutes toutes les 2-3 semaines, un mois. C'est important de montrer au client que vous travaillez, que vous n'oubliez pas le projet. Ça fait une petite relation de proximité. Ne commencez pas un projet et vous donnez la première nouvelle au bout de 3 mois. Généralement, c'est plutôt mal vu. Donc pensez à bien communiquer, envoyez même des petits screens sur des conversations, voilà ce que j'ai fait, etc. N'oubliez pas de faire ça, ça permet de montrer au client que son argent, il est en train d'être travaillé, enfin le projet, il est en train d'être fait et ça fait une relation de confiance. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu pour savoir comment ça marche un projet de A à Z. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions à ce propos-là. C'était Équipe Dev, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Ciao!